Depuis une dizaine d'années, la Corse a beaucoup évolué. La qualité et le talent se conjuguent au quotidien dans différents domaines, comme l'agriculture, l'environnement ou encore la culture. Notre île veut montrer ce qu'elle a de meilleur. Et ici, dans le Sarthenay, il y a à la fois du bon, du beau et du positif. Du positif que nous allons découvrir avec Jean-Pierre Malaronne. 1, 2, 3. Il travaille en famille et propose des fromages à tomber. Vas-y. Et je te suis. La spécificité de notre tome, qui est une tonne de brebis, est qu'elle est fumée. Nous partirons ensuite sur les traces des premiers Corses en visitant le musée de la préhistoire à Sartène. C'est une vannerie. Oui. Néolithique, qui a à peu près 6000 ans, qui est une découverte exceptionnelle. Nous reviendrons vers un passé plus proche, dans une boutique étonnante. On ne peut pas la louper. On ne peut pas le louper, après il suffit une porte qui est toujours fermée. Moi je suis dans un monde extraordinaire, un monde un peu magique, dans un rêve, dans un grenier d'enfants. Enfin, nous ferons un saut dans le futur qui est déjà à notre porte à Propriane. Les performances, c'est quand même 96% d'énergie gratuite de la mer pour 4% de consommation électrique. 96% d'énergie gratuite. Oui, absolument. Nous sommes dans la vallée de l'Ortolo, sur les terres de la famille Malaronne. Ici, on vit et travaille en famille et entre amis. L'histoire commence en 1998 avec Jean-Pierre Malaronne. Après un DESS en biologie et quelques années d'enseignement, il choisit la difficulté et s'installe comme berger. Je te dérange. Non, pas du tout. Coucou Jean-Pierre. Bonjour. Alors, on se fait la bise, ça va? Ça va. Donc comment ça se passe une journée type à l'exploitation agricole? Ça commence par la traite. Ouais, à quelle heure? La traite, on ne démarre pas trop tôt. Nous. Ouais. On commence vers 8 heures. Ah, ça va. Oui, ben oui, oui. Bah, je pourrais être bergère alors. Exactement. Eh ben oui, le but, c'est que ça puisse aller, justement. Pourquoi certains bergers, c'est à quelle heure? 6 heures C'est beaucoup plus tôt. Ouais. Nous, en fait, on se débrouille pour ne pas s'attendre entre la fin de la traite pour récupérer le lait et faire le fromage. Donc la traite commencer à vers travailler. 8 heures. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On les sort quand il n'y a plus de rosée, vers 10h30. Ouais. Voilà. Donc qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Exactement. Ouais. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, nos brebis, on les sort tous les jours. En fait, on est quand même dans des régions où on peut les sortir même en hiver. Et on ne les garde à l'intérieur que pendant les agnelages, pendant les mises bas. Très bien. Bon, allez, on y va On y alors. va. Allez, c'est Allez. parti. Bon, elles attendent toutes là. Hein. Vas-y, c'est toi qui ouvres. C'est moi qui ouvre le bal. Ouais, vas-y. Alors, 1, 2, 3. Voilà. Hop. Vas-y. Et je te suis. Ah ouais! Le cheptel compte 400 brebis de race corse qui paccagent chaque jour sur les terres de cette vallée verdoyante. Allez, va au tout. Bravo. Bon, elles vont nous doubler à un moment donné. Hein. Voilà, le but là maintenant, c'est qu'elle ne double pas. Ici, pas question d'alimentation en batterie ou de robots distributeurs de fourrage. Les brebis de Jean-Pierre sont élevées en pleine nature et se nourrissent d'une herbe de premier choix qui pousse sur l'exploitation, ce qui permet une production de lait de grande qualité. Car toute l'économie du domaine repose sur la qualité et le goût de son lait. Tu me dis où je m'arrête, hein? Vas-y, vas-y. Impeccable, tu fais ça bien. Hop. On va faire ça. Il faut pas avoir peur de la prendre en main. Ok, Comme ça, j'ai peur de comme lui ça. faire mal en fait. Non, tu vas pas lui faire mal. Comme ça? Voilà.
Voilà, exactement. Et si tu arrives à diriger, c'est bien. Voilà, de la main droite, tu tiens. Voilà, nickel. Je suis droitière. Hein. Non, mais en 2-2, tu vas y arriver. Ah, attends, faut encore peut-être ou pas, c'est bon. C'est bon. Et comment ça a commencé? Comment tu t'es dit, je vais devenir berger? Non, ça a été un choix, oui. Ça a été un choix chez moi, oui. Oui, ça a été un choix puisque j'ai pas repris une exploitation, j'ai pas repris On m'a pas obligé à reprendre une exploitation, c'est moi qui ai choisi de faire ce boulot-là, quoi. D'accord. Et du coup, c'est devenu maintenant une exploitation familiale parce que tu travailles avec ton frère. On travaille en famille, oui. D'accord. On travaille en famille et avec nos voisins aussi. Ça veut dire que du coup, vous avez un rythme différent des autres exploitants. Vous pouvez éventuellement partir en vacances, vous avez des congés. C'est beaucoup moins tendu qu'en travaillant seul avec toutes les tâches qu'il y a à faire, c'est très difficile. Et donc de se répartir les tâches, c'est plus facile, oui. C'est le but de travailler à plusieurs. Est-ce que c'est pas justement l'avenir du métier de berger? À mon avis, nécessairement. Ou on s'associe, ou on emploie quelqu'un, mais quand on est tout seul, on est fragile, on se coupe le doigt, on est malade et tout s'écroule, c'est pas possible. Dans son aventure, Jean-Pierre a entraîné sa sœur Vanine et sa belle-sœur Gabrielle, mais aussi Sarah Tcherout, la voisine et amie. Les filles veillent sur leur blanc qui sort de la fromagerie. Du brochou frais, du brochou passe et un cajou sartinaise d'exception. On est sur un cajou sartinaise qui est une tome, une pâte non cuite pressée. Dans le Sartenay, on fait une tome, alors que sur Ajaccio, sur Corté et même en Balagne, on fait des fromages, des pâtes molles. Il a quel goût, ce cajou sartinaise? Il a quel goût? On va vous le faire goûter. Il est délicieux, je m'en doute, mais comment vous pourriez la spécificité de notre tome, qui est une tonne de brebis, est qu'elle est fumée. Donc on a évidemment des notes de petit lait quand elle est jeune. C'est un fromage assez doux, pas fort du tout. Vous le vendez où ce fromage? On le vend sur tout le bassin du Valinco-Sartenay, oui, sur Ajaccio, Porto Vecchio. Et aujourd'hui, on a eu la bonne nouvelle que nous avions notre agrément officiellement. Donc, félicitations. Ça veut dire qu'on peut maintenant vendre à l'échelle de l'Europe, ce qui serait une grande ambition, mais ça veut dire aussi que vous faites tout dans les règles de l'art aussi. Et sur le fromage, on reste en lait cru et on compte rester en lait cru. On continue à apporter des soins traditionnels comme notamment le fumage. Ouais. Des retournements quotidiens, manuels. Finalement, les machines nous ont apporté du confort sur des actes qui sont assez physiques. Mais après, ça change peu la technologie du fromage. L'âme n'est pas perdue parce qu'on a plus de machines et plus de confort. Il nous semble pas. On vous le fera goûter, vous nous direz. Waouh. La vallée de l'Ortolo, avec ses vignes, ses vergers, ses plantations d'immortelles ou encore ses terres de chasse, s'étend jusqu'aux portes de Sartène. On pratiquait déjà l'agriculture ici, il y a des milliers d'années. Mais cette Corse de la préhistoire n'a pas disparu sans laisser de traces. Quelques kilomètres après la vallée de l'Ortolo, c'est Sartène qui se dessine. C'est la 15e commune de France par sa superficie. Pas mal pour une ville de 3500 habitants. Le musée de préhistoire et d'archéologie de Sartène présente des pièces qui remontent au premier peuplement de l'île il y a plus de 10 000 ans. La collection propose des outils, des armes, des céramiques, des parures. Et avec Laurence Pinet, nous allons nous intéresser à la façon dont vivaient nos aïeux. Bonjour Laurence. Bonjour. Merci de m'accueillir. Bienvenue au musée. Merci bien. Alors, musée, puis je crois savoir qu'il y a un panorama assez somptueux. Oui.
c'est un bâtiment gigantesque. La première impression. Non, avec une magnifique vue, c'est quoi tout le golfe du Valine, quoi. C'est le golfe du Valine. Alors, c'est bien parce qu'on voit le paysage, on voit la mer et on voit les sites aussi. Et les collections, elles sont connectées à des sites archéologiques. On les voit pas tous d'ici, mais c'est bien pour l'archéologie d'être sur quelque chose de lumineux. Oui, parce que souvent, c'est ce sentiment de vieilles pierres, de souterraineté, de catacombes. On ne se projette pas. Alors, Le musée possède plus de 250 000 objets, dont une partie provient des fouilles de l'archéologue Roger Grosjean, décédé en 1975. D'autres ont été découverts plus récemment. Là, on se trouve où, Laurence ? On se trouve dans la partie néolithique. On a une découverte ici. C'est quoi ça, exactement? C'est une vannerie. Oui. Néolithique, qui a à peu près 6000 ans. D'accord. Qui est une découverte exceptionnelle. Il faut savoir que tout ce qui est matière organique, une vannerie, c'est de l'osier, c'est des matières végétales tressées. En général, ça ne se conserve pas. Le sol corse, qui est de manière générale très acide, conserve très très mal toutes les matières organiques, les ossements des sépultures, voilà. D'autant plus les vanneries. Et les vanneries en milieu terrestre, c'est extrêmement rare. Mais comment ça se fait que du coup ça a été relativement conservé? Alors, ça a traversé toutes ces années. Celle-ci était dans un sédiment calcaire, donc non acide, et un sédiment très sec. Et ça s'est conservé. On a des découvertes quand même qui sont très exceptionnelles. Alors, elle a été stabilisée, mais il y a des morceaux de vannerie. En s'approchant, on reconnaît la méthode de vannerie, de tressage qui n'a pas changé. N'a pas changé. Oui. Voilà. Le point de départ du musée de Sartène, est-ce que ce sont les fouilles archéologiques de Roger Grosjean? Est-ce que c'est le point de départ? Oui. Qui est une référence. Le musée de Sartène est né d'un centre de préhistoire corse créé par Roger Grosjean. Et Roger Grosjean était un archéologue du CNRS. Donc au départ, c'est un centre de recherche et puis cette collection a évolué en musée petit à petit. Donc la salle d'archéologie sous-marine. Avec la cave à vin. Avec une cave à vin et à huile. On peut tout faire. Et alors là, c'est des dessins d'époque? Presque. En tout cas, c'est des dessins qui sont inspirés des statues menhirs et de l'exposition qui est en cours actuellement. D'accord, et qu'on va voir maintenant. Oui. Là, c'est l'expo temporaire qui fait le lien entre les sites. Donc, Jacques Paris, plasticien, peint depuis 20 ans, une vingtaine d'années, des statues menhirs dans le secteur. Et on a, sur une seule face, on a presque la ronde bosse, on peut tourner autour de la statue menhir, on a toutes les faces sur un même plan. Derrière nous, c'est ce qu'on a. En trait foncé, on a une face, et en trait grisé à l'arrière-plan, on a une autre face. Et on fait le tour de la statue menhir. Voilà. Donc on part forcément des carnets de dessin. Des carnets de dessin du terrain. La statue menhir, entre autres, qui l'a inspirée, et la reproduction en grand. Voilà. Au-delà de l'aspect artistique qui, je pense, vous plaît, Laurence, il y a aussi une symbolique derrière tout ça, c'est de dire que la préhistoire est tout sauf figée et tout sauf datée. Elle continue à vivre. Elle continue à vivre. C'est important, sinon les musées ne servent à rien. Si la préhistoire ou le passé n'est qu'une accumulation de vieilleries, comme disait un poète, ça ne sert à rien. Les musées existent aujourd'hui parce qu'ils ont un rôle dans notre société. Mérimée, Sartène était la plus corse des villes corses. Les immeubles de la cité sont taillés dans du granit gris, extrait tout près d'ici. L'architecture plutôt austère de la ville en dit long sur la façon dont elle a évolué, tout en restant sur la défensive. En 1583, près de 400 Sartenais ont été déportés et conduits en esclavage par le roi d'Alger.
Heureusement, les temps ont bien changé. Et dans les rues de la vieille ville, on ne risque plus de tomber sur des barbaresques qui vous emmèneront en galère. On peut en revanche tomber sur Jean-François Giacomini, dont la boutique étonnante fait partie de la mémoire de la ville. Alors là, on passe où en fait Mais là, c'est la vieille porte de Sartène, la vieille porte fortifiée du temps de la... Parce que là, ça conduit à l'Échauguette, qui était la tour de Guet. C'est un village que vous connaissez bien. C'est-à-dire que c'est un village où j'ai suis né, où toute ma famille est née, quoi, je veux dire. Mais j'allais dire, on dit village ou on dit ville, Jean-François? C'est-à-dire que c'était quand même, à l'époque, Sartène, c'était quand même la troisième ville de Corse, après Ajaccio, Bastia et Sartène, qui était une grosse sous-préfecture, qui est une des communes les plus grandes de France. Voilà, donc la devanture du magasin, l'entrée du magasin. On la voit. On la voit, il y a un grand bandeau bleu, il y a Simon Giacomini en doré, ça va. On ne peut pas la louper. On ne peut pas la louper, après il suffit une porte qui est toujours fermée. Ouais, c'est grand. On s'étonne pas quand même quand on... Non, on s'entend pas parce que comme la porte est fermée, dirons-nous, on ne pense pas que derrière il y a un tel volume et surtout une telle hauteur. Donc c'est une ancienne quincaillerie. Voilà, ça c'est la quincaillerie de mon grand-père. Donc on pouvait voir, on n'a pas touché l'état des plafonds, les planchers sont entièrement d'origine, qui a perduré sur Sartène depuis 125 ans, quoi, je vais dire à peu près. À peine, oui. Donc hors temps et hors, j'allais dire, logique aussi d'agencement. Ou alors il y a une logique quand même bien définie. C'est-à-dire qu'au départ, oui, quand on voit comme ça, on a l'impression que les choses sont mises. Mais après, si on regarde bien, c'est soit par thème, soit par rapport à certaines choses. Et dirons-nous, tout ça, ça fait un peu comme un décor de théâtre, je veux dire, où chaque chose est mise en valeur. Donc là, on a bien sûr des objets de Napoléon, parce que bon, c'est quand même notre ancêtre. Maintenant, il est très porteur sur la vente des objets et des tableaux. Voilà, donc Napoléon, personne n'en voulait. Maintenant, tout le monde de recherche, quoi, je veux dire. Donc après, c'est original, un peu de magasin hors du temps. Ça, c'est kitsch de chez kitsch. Ah, j'adore. J'adore. C'est mon côté sirène. Ah oui, alors qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est tout simplement un coffret. Oh, c'est trop beau. Voilà, donc quelqu'un qui... Bon, c'est un peu pailleté. Le but, c'est d'être un petit peu original. Et d'avoir des choses qui sortent de l'ordinaire. Après, je travaille, j'ai des œuvres d'artistes. Mais au départ, il y a une seule chose. Il faut que moi, j'ai un flash pour ces choses-là. J'allais vous demander, est-ce que ce sont que des coups de cœur ou... C'est que des coups de cœur. Vous choisissez aussi selon la tendance. Même dans la vaisselle, des choses comme ça. Mais mettons, comme ces petits trucs que j'ai commencé il y a 2-3 ans, ces petits tirelires, j'ai vu ça au salon, j'ai trouvé que c'était tellement kitsch, tellement hors du temps. J'ai dit, mais j'ai trouvé que c'était rigolo, quoi. Je veux dire, il faut que ça me plaise au coup d'œil. Comment on peut dire ça? C'est pas un magasin à proprement dit. C'est quoi? C'est beaucoup la perle de la caverne d'Ali Baba, voilà, donc... Oui, c'est la première expression qui m'est venue en tout cas quand je suis rentrée. Donc, moi je suis dans un monde extraordinaire, un monde un peu magique, dans un rêve, dans un grenier d'enfants, comme qui n'a pas été gamin et d'aller dans les greniers des grands-mères chercher des vieux vêtements, des vieilles choses, des trucs comme ça, que l'on réveille. Quoi, ça réveille son âme d'enfant si jamais elle s'était un petit peu endormie. Voilà, exactement, c'est tout à fait... Le voyage est très beau. Voilà, c'est tout à fait ce genre de choses. À quelques kilomètres de Sartène, on plonge dans le high-tech au service de l'environnement. Et on y plonge vraiment parce que l'initiative que nous allons découvrir à présent débute sous la Méditerranée. Nous sommes maintenant dans le golfe de Propriano. Et ici, l'énergie de l'eau de mer est transformée en air frais et en air chaud. Franck-Antoine Peretti a créé une société qui exploite un procédé révolutionnaire pour souffler le chaud et le froid, et le tout en luttant contre le réchauffement climatique. Bonjour Franck-Antoine, on se fait la bise. Vous allez bien? Très bien, merci. Et vous? Merci de m'accueillir dans ce magnifique endroit. Il y a pire comme cas de travail.
Ça fait combien de temps que vous êtes implanté ici? Je crois que vous êtes natif de Propriano. Absolument, et fils de pêcheur insulaire et implanté au niveau de la société et d'Hydro-Marithermie depuis 16 ans de recherche et développement. Et la jeune start-up qui aujourd'hui le porte a 3 ans d'existence, enfin 2 ans d'existence. Donc fils de pêcheur, l'eau, ça a toujours été votre élément. C'est le dénominateur commun, il est effectivement ici. Vous vous étiez déjà dit que vous alliez travailler justement autour de cet élément? Non, pas au tout départ, mais très rapidement, de par ma formation initiale en thermodynamique, très vite, l'idée de récupérer cette chaleur accumulée par la surface de la mer est apparu comme une évidence en fait. Donc le problème c'est que rien n'existait techniquement et il y a donc 16 ans en arrière, j'ai démarré les premiers programmes en recherche et développement sur en fait une nouvelle forme, une nouvelle branche d'énergie thermique marine. Alors, en quoi ça consiste là vite fait? C'est-à-dire qu'il y a de l'eau qui passe sous cette eau, qui revient? Il y a effectivement... Il y a un tunnel? Non, il n'y a pas de tunnel. À visualiser. Il y a simplement, sous le sable un petit peu plus loin, on a creusé jusqu'à trouver l'eau de mer, on a mis des sondes, certaines sont au milieu des rochers aussi. D'accord. Et en fait, on vient récupérer, capter et reconcentrer cette énergie thermique marine. On l'achemine par des réseaux de tuyaux jusqu'à une centrale qui est à terre. D'accord. On va l'amplifier pour certaines applications comme l'eau chaude sanitaire ou le chauffage ou la climatisation intense. Puis après, on l'utilise en free cooling, free heating gratuitement par les énergies qui sont là. Et au total, sur un village de vacances comme celui-ci, les performances, c'est quand même 96% d'énergie gratuite de la mer pour 4% de consommation électrique. 96% d'énergie gratuite? Oui, absolument. C'est les rendements que nous avons eus ici entre l'été, l'hiver et les diverses utilisations que nous faisons de cette énergie thermique. On va voir un petit peu en quoi ça consiste, plus concrètement, même si c'est déjà très très concret. Mais j'imagine qu'on vous demande des conseils en plus, si vous êtes la référence dans ce type d'énergie. Nous, tout ce qu'on peut apporter pour aider à la décarbonation de l'énergie, bien évidemment, on y va. Et je vous en prie, allez-y, découvrez. Voici donc l'antre de la bête. Tout à fait. Hydro-Marithermie, c'est bien ça? Oui. Ça commence où? Non, ça commence avec ces collecteurs. D'accord. Et qui sont tout au fond, les bleus. Okay. Absolument. Et qui, eux, reprennent l'énergie collectée par l'eau douce qui circule en circuit fermé et qui descend jusqu'aux échangeurs immergés. D'accord. Ensuite, la deuxième étape, ce sont les machines d'amplification, les machines thermodynamiques. OK. Et ensuite, pour être utilisé en usage final, à 63 degrés pour l'eau chaude sanitaire, à 50 degrés pour le chauffage, à 4 degrés pour la climatisation. Et c'est vous qui faites les réglages? Ça se fait tout seul. C'est géré. Il y a un système informatique absolument qui gère l'ensemble et qui en plus anticipe sur la météorologie, les besoins, pour savoir à quel moment c'est plus judicieux de fabriquer du chauffage et en quelle quantité et à quelle température, en anticipation des phénomènes météo à venir. Donc même s'il y a des intempéries, la station, finalement, c'est ce qu'elle doit apporter. Tout à fait. Et identique sur les réseaux, si les gens ne sont pas raisonnables et laissent les baies vitrées ouvertes alors qu'ils climatisent, automatiquement, par l'analyse des températures d'eau en retour, ça va diminuer la température de froid, la quantité de froid envoyée, de façon à ne pas surconsommer inutilement. L'hydro-marithermie permet d'alimenter en chauffage et en climatisation 2 hôtels et 40 villas sans énergie fossile. Ça a permis de supprimer les climatiseurs intérieurs, les cumulus à l'intérieur des bâtiments. Il n'y a plus rien puisque les bâtiments sont desservis directement par les réseaux. Donc un gain de place finalement. Un gain de place, d'encombrement et aussi de confort acoustique. Oui, donc ça n'a que des avantages. C'est économique, c'est écologique, gain de place effectivement pour les petites surfaces. Oui. On ne voit rien, donc c'est aussi esthétique parce que forcément un cumulus, c'est pas ce qu'il y a de plus beau dans une maison en général. Ce studio. Ouais, il fait très bon et en plus c'est neuf. C'est bien, il y a toutes les qualités. Donc là, si je fais ça, je vais me brûler. Ah voilà. Oh mais c'est super. Donc là, tout passe par cette grille. C'est de la climatisation en gainable et du chauffage en gainable.
Comment ça se passe du coup? Est-ce que les gens qui viennent dans ce village de vacances ont finalement plus une conscience écologique? Est-ce que ça y joue d'ailleurs? Est-ce qu'ils choisissent cet endroit notamment par rapport à ça? Effectivement, en montrant l'exemple, on a plus tendance à vouloir drainer une clientèle qui va s'intégrer au jeu, d'un jeu dont on respecte les règles. Et là, c'est une osmose qui doit effectivement se faire et qui est en train de se créer petit à petit, effectivement. La Corse est entourée de près de 1000 km de côte. Autour de nous, l'eau est absolument partout. Et si on multipliait les installations de ce type? À méditer. D'ici là, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Doumagne.